La forêt gabonaise est écumée par une horde de prédateurs, tous sujets expatriés. Libanais, Chinois, Singapouriens, Malaisiens, Ouest-Africains. Ces gens écument nos forêts, c'est avec la complicité, constate-t-on, du ministère de l'Environnement et même du ministère des Mines. Vous avez une entreprise qui arrive au Gabon et qui obtient un permis d'exploitation. Soit de l'or, soit du bois, soit du manganèse, de l'uranium, peu importe la matière première. Et à cette entreprise, on va donner un permis qui s'étend sur une superficie bien précise. Mais ce que ces gens-là font, c'est d'aller au-delà de leur permis. C'est le cas en Djolé, sur la rive gauche. Quand vous allez de l'autre côté, vous avez des entreprises qui exploitent de l'or et dont le permis s'étend à satiété au point d'exproprier les populations autochtones, les populations riveraines, qui ne peuvent plus ni chasser, ni pêcher, ni même s'adonner à leur activité d'orpaillage artisanal. Donc, plus aucun moyen de subsistance et des entreprises comme ça qui ne respectent même pas les RSE, qui ne se préoccupent pas de construire une école, un dispensaire, d'autres commodités d'usage, telles que définies par les RSE. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau d'Ondjolé, par exemple, il y a des populations qui vivent sur la rive gauche. Beaucoup pensent qu'Ondjolé se limite à la rive droite qu'on arrive, où on mange un peu de carpe pour les voyageurs en partance pour le Roulentem, ou même d'autres provinces du sud du Gabon. Mais non, du côté de la rive gauche, il y a aussi des populations là-bas. Ces gens-là votent quand il y a élection, mais sont pratiquement délaissés pour compte. Et puisqu'il n'y a pas d'école de l'autre côté, nombre de ces enfants travaillent par pirogue, certes des pirogues à moteur, mais des pirogues quand même sans gilet de sauvetage pour aller à l'école de l'autre côté. Rendez-vous compte les risques encourus. Et toujours en Djolé, vous avez une communauté, les Mourides, qui viennent, soit dit en passant, en pèlerinage au Gabon, parce que le guide spirituel de cette communauté ouest-africaine, que l'on ne va pas stigmatiser, mais quand même il faut dire les choses comme elles sont. Le guide de cette communauté musulmane ouest-africaine, Cheikh Hamidou Bamba, a été enterré là, en Djolé. Et donc, les membres de cette communauté viennent en pèlerinage au Gabon, jusqu'en Djolé, mais beaucoup ne retournent pas chez eux. Et ce sont ces gens qui s'occupent, qui sont les tenanciers du commerce de l'or au niveau de la province du Moyen-Ogooué, essentiellement au niveau de Djolé. À côté d'eux, il y a des Indiens, une entreprise du nom de Alpha Centauri Mining, qui a un permis d'exploitation de l'autre côté, et qui, pour mener à bien ses activités, a chassé les populations riveraines de la zone où le permis est installé. Et ces gens se sont retrouvés sans terre, parce que leur village a été saccagé. C'est le cas dans bon nombre de localités de forêt du Gabon. Quand vous allez à Eteke, dans l'Angounier, à 100 km de Mouila, c'est la même chose avec la Managem, une compagnie minière, mais qui fait également dans l'or, qui serait la propriété d'un certain Mohamed VI, roi du Maroc, soit dit en passant. Cette compagnie exploite l'or là à Eteke, mais aucune RSE au niveau d'Eteke. Eteke est un coin perdu, ou un trou perdu, passez-moi l'expression. Vous vous mettez simplement sur la nationale et regardez le balai des camions qui passent tout au long de la journée. Du bois, du bois, du bois, du bois et encore du bois. Mais du bois coupé sans respect des consignes, des règles légales, des règles en la matière. En fait, quand il y a une compagnie d'exploitation du bois installée dans un coin de la forêt gabonaise, ben, personne ne veille parce que les eaux et forêts ne sont pas toujours présentes. Et quand il y a un seul agent des eaux et forêts installé quelque part, mais qui essaie de regarder pour dire, mais non, ça on ne peut pas se permettre, ce dernier est rappelé à Libreville, à moins d'être affecté ailleurs de façon disciplinaire. Parce qu'il ne faut pas être regardant sur ce que font les entreprises. Le ministère des Eaux et Forêts, du moins la Direction générale de l'Environnement, préfère taxer de grosses amendes aux entreprises pollueuses plutôt que de régler le problème. Tiens donc, mais s'agissant de la pollution d'une forêt, quelle amende pourrait payer une entreprise qui soit à la hauteur de la destruction des écosystèmes? Parce que quand on parle de pollution, aucune amende n'est jamais considérable pour régler les dégâts. Quand on coupe du bois à tout va, le temps que met le reboisement d'une forêt, c'est long.
On coupe du bois le temps que mettre des arbres coupés dans une forêt pour repousser. C'est très long. Une entreprise qui vient faire dans les culture, ça a été le cas pour Olam, notamment au Olympienne. On a détruit des forêts par là-bas. Quelles sont les retombées? En fait, on a pris la forêt gabonaise et on l'a donnée aux expatriés qui font tout comme elles veulent, au point d'exproprier des gens. C'est l'une des explications du conflit aujourd'hui entre hommes et faune, avec les éléphants qui viennent saccager des plantations. On s'est dit comme ça qu'il suffisait de prendre, d'ériger des barrières électriques, ça et là, pour empêcher les éléphants d'aller manger les plantations des humains, comme dans le Guévino par exemple. Mais les barrières électriques, ça nécessite un entretien. Qui va s'en occuper? Le problème en réalité n'est pas d'ériger des barrières électriques. Ce n'est pas une solution adaptée à la réalité locale. Le problème, c'est qu'on a dans la forêt gabonaise une horde de prédateurs qui coupent tout et n'importe quoi au point de déranger les animaux où ils se trouvent tranquillement. Et comme les animaux n'ont plus un espace paisible où vivre, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus un endroit où manger, un endroit où boire de l'eau parce que les eaux sont polluées, les forêts sont saccagées. Ben, le seul endroit où il reste de la nourriture, c'est là où les humains ont leur plantation et ils viennent manger là. Et là, apparaît le conflit homme-faune. Voilà le problème. Parce que malheureusement, ni le ministère des Mines, ni le ministère des Eaux et Forêts ne font leur travail de regarder, de s'assurer que telle entreprise à qui l'on a octroyé un permis d'exploitation, reste dans son permis et ne fait pas autre chose que ce qui lui est autorisé. Il y a le cas de la forêt classée de Lannomba, au nord de Libreville, aujourd'hui commune d'Akanda. Cette forêt a été détruite par qui? À l'époque, un certain ministre, Julien Kobakale pour ne pas le citer, était ministre des Mines, qui s'était enquis comme ça d'octroyer des permis d'exploitation à tout le monde. Et il y a eu des conflits entre notamment un certain Don Vincent, patron de l'entreprise MCEBTP, qui lui avait son permis dans la zone et qui ne pouvait plus mener à bien ses activités parce que des Ouest-Africains, Maliens, Sénégalais, qui non seulement saccageaient la forêt classée de Landomba, mais en même temps empiétaient sur son permis à lui. Et voilà comment la forêt classée de Landomba a été complètement saccagée. On a pris du sable là-bas n'importe comment, mais les amendes, si tant est qu'on est taxé ces Ouest-Africains-là, de quelques amendes? Est-ce que ça a été, est-ce que c'était à la hauteur de la destruction de l'environnement? Du tout. Et qu'est-ce qu'on a d'ailleurs fait comme travail pour reconstituer l'environnement là-bas? La mangrove a été détruite, mais personne ne s'en émeut. La forêt gabonaise, et il y a tout et n'importe quoi, il y a même des clandestins qui sont dans nos forêts, mais personne ne regarde. Des clandestins, des gens, il y a des points de forêt, vous arrivez là pour enquêter sur une entreprise qui a une activité pour s'assurer que cette entreprise travaille correctement. Vous allez trouver des gens dans des coins de forêt, vous vous demandez, mais ces gens-là, c'est qui, que font-ils là? La raison pour laquelle les autorités compétentes sont chaque fois obligées d'envoyer des militaires au niveau de Minkébé, c'est parce que Minkébé est une zone où des étrangers arrivent et font tout et n'importe quoi. Il y a des coins de forêt dans la mangrove gabonaise, dans la forêt primaire, partout dans le Gabon, où il y a des étrangers installés qui font comme bon leur semble. Personne ne contrôle. Dès que les agents des eaux et forêts arrivent là, la hiérarchie va seulement demander, écoutez, taxez-leur et puis c'est tout, fermez les yeux. Quand vous allez à Mayumba, qui pêche et qui vend le poisson? Des Ghanéens, des Nigériens, des Togolais, des Béninois. Aujourd'hui, le plus grand propriétaire de la forêt gabonaise, c'est Olam. Olam, qui a repris la SNBG pour 3 fois rien, pour un franc symbolique. Une entreprise comme la SNBG et dont le siège a été vendu à coups de milliards à la SEG. La SNBG. Aujourd'hui, le plus grand propriétaire de la forêt gabonaise, c'est Olam. Et Olam qui fait tout au niveau de son site d'Onkok. Selon nos informations, Olam serait lui-même propriétaire d'entreprises forestières. Et donc tout ce bois, quand il arrive, il transite par Nkok là-bas, le bois est traité. Mais Olam, c'est simplement Olam qui est propriétaire, patron de Gézès et qui a des entreprises mais qui ne sont pas estampillées Olam. Et tout ce bois-là arrive, c'est comme en fait, vous avez vous-même une entreprise pour transformer le bois et puis vous avez des entreprises pour exploiter le bois. Donc, ce bois-là arrive, c'est votre propre bois que vous transformez et puis que vous vendez. En fait, vous êtes doublement gagnant. Mais ça aussi, c'est au nez et à la barbe des autorités compétentes, mais personne ne regarde, personne ne fait rien. Une grume coûte entre 400 000 francs et 1,2 million. C'est selon l'estimation, c'est selon la valeur, la taille, le poids de la grume. Entre 400 000 francs
et 1,2 million. Et par mètre cube de grumes, Olam touche 50 000 francs CFA. Maintenant, faites au calcul de tout ce qui rentre à GZ Nkok. Et Olam est propriétaire de 300 000 hectares du massif forestier gabonais. Et pour le reste des permis forestiers restants, les Chinois à eux seuls trustent 71%. Donc, vous avez Olam qui a la majeure partie. Et pour le reste, là, ben, les Chinois aussi viennent et ils ont 71%. Le reste, maintenant, c'est dispatché entre les petits exploitants forestiers et les autres, les Ouest-Africains, les Libanais et autres. Voilà donc la mafia. Toute cette mafia qui est orchestrée avec, semble-t-il, la bénédiction des nervis tapis au ministère des Eaux et Forêts, ben, tout cela fait perdre à l'État gabonais par an pas moins de 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA de pertes dans l'industrie du bois. Et toutes ces choses-là, souvent, qu'est-ce qu'il arrive? Quand un agent des eaux et forêts est affecté quelque part en brousse, n'ayant pas de moyens de subsistance au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse acheter. Voilà pourquoi on n'en sort pas. Voilà pourquoi cela s'apparente désormais à une arlésienne, le serpent qui se mord la queue. On tourne en rond, de résolution en résolution, mais difficile d'appliquer parce que la mafia a bon dos. On avait cru qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités au niveau du ministère des Eaux et Forêts, ben, toute cette mafia prendrait fin. Mais à peine a-t-on arrêté 2-3 éléments, à peine a-t-on interpellé 2-3 autres pour leur tirer un peu les verres du nez, mais la mafia continue de plus belle. Et les affectations disciplinaires, apprend-on, seraient de nouveau légion au sein du ministère des Eaux et Forêts. On prend la faune, la flore, on prend l'eau, et on laisse ça aux mains des expatriés qui font tout comme ils veulent. Les autorités compétentes ne font pas ce qu'elles sont censées faire. Et demain, quand il y aura catastrophe, on demandera des comptes à qui? Très bien, on avance.